prenons en charge la défense d'environ 2000 familles devant la Cour pénale internationale dans le cadre des crimes qui ont été commis par le régime burundais ces derniers mois, en tout cas datés de 2015, et le début de la répression qui a été commise. Dans ce contexte, je ne vais pas aborder devant vous tout le travail qui a été accompli pour mener ces dossiers devant la CPI, amener la CPI à accepter les enquêtes préliminaires et puis suite aux enquêtes préliminaires avoir une décision assez unique d'ailleurs de la Chambre de la CPI pour ouvrir des enquêtes formelles préalables à des mises en accusation et actuellement ces enquêtes se poursuivent. Ce dont je voudrais vous entretenir, c'est effectivement comment apparaît en liseré derrière tout cela la question du risque génocidaire dans la région des Grands Lacs et au Burundi. Un peu comme une métastase grave, lourde, des événements qui se sont passés en 1994 au Rwanda. On constate qu'en fait, tout ce processus d'éradication d'une communauté s'est porté ensuite sur d'autres régions dans les environs, que ce soit le Nord Kivu, le Sud Kivu, j'y reviendrai d'ailleurs, ou le Burundi. Et effectivement, il faut procéder à des analyses tout à fait précises des événements pour comprendre ce qui est en jeu. Nous sommes avec un régime dictatorial qui poursuit ou qui se pérennise jusqu'à présent sur base d'une répression féroce, atroce de ses opposants, qu'ils soient Hutus ou Tutsis. Mais en même temps qu'il y a ce mécanisme de répression qui est terrible, sur lequel on peut parler ultérieurement, et c'est un régime qui ne fait aucune concession à rien. Armel, qui est là, est radié du barreau. Moi, je suis poursuivi pour complicité de coup d'État. Enfin, on attaque tous azimuts dans ce système. Mais derrière ça, au fond, c'est un régime dictatorial qui a un peu mis sur le feu, pour le cas où le système deviendrait plus en danger, la question Hutu-Tutsi. Donc, il ne s'est pas mis en place de façon directe, mais il s'organise de façon médiate pour l'hypothèse où la situation se tendrait, pouvoir, à un moment donné, comme on a dit en son temps, et a dit un homme politique burundais, continuer le travail et le mener à son terme. Et donc, ce que nous avons repéré dans notre travail d'avocat à l'occasion de l'ensemble des crimes qui ont été commis, c'est effectivement une série d'indicateurs tout à fait précis de la mise en œuvre du processus génocidaire. Pour donner quelques exemples très concrets, très précis, on a par exemple remis au goût du jour la question de la distinction entre les demandeurs d'emploi dans les ONG, en disant il faut que les gens se déclarent selon qu'ils soient Hutus ou Tutsis et qu'ils soient catégorisés de la sorte afin de voir si les catégories sont respectées. Nous avons mis en lumière l'existence de groupes qui chantent, notamment les Imbonerakure, qui est la milice du régime, et qui défile en chantant qu'elle va engrosser les femmes Tutsis pour qu'elles mettent au monde des petits miliciens Imbonerakure. Donc nous avons amené ces vidéos à la Cour pénale. Nous avons également montré que dans une période donnée, c'est-à-dire au
mois de novembre et décembre 2015, il y a eu un certain nombre de viols qui ont été commis dans les quartiers Tutsi de Bujumbura, et ce sont des viols qui ont été orientés de façon tout à fait précise à l'encontre de femmes d'origine Tutsi, dont les récits sont d'ailleurs plus atroces les uns que les autres. C'est une des caractéristiques des systèmes de répression de ce type, c'est que quand on dépasse, je dirais, le rapport généraliste des ONG et qu'on rentre dans les récits concrets des gens qui ont vécu ces souffrances, on en sort évidemment humainement profondément choqué, profondément abîmé. On a également toute une série de discours qui ont été tenus par des dirigeants politiques sur les thèmes traditionnels, avec l'utilisation du vocabulaire qui a été utilisé en son temps par les dirigeants rwandais avant le génocide. Donc tous ces signaux d'alarme ont été transmis à la communauté internationale, sont connus de la communauté internationale. Tous ces mécanismes sont perçus. Et donc la vraie question, et là on revient aux questions que vous avez abordées, et c'est quelqu'un qui a vécu les événements de 1994 de très 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 près qui vous parle. La question c'est effectivement comment travaille-t-on au niveau de la prévention. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que évidemment le Conseil de sécurité c'est une institution dont on désespère. Je ne sais pas, on peut avoir des discussions très sympathiques dans les colloques universitaires, mais pour ma part qui suis sur le terrain, je peux vous dire que c'est un rendez-vous atrocement réaliste, et tous ceux qui comme civils, vivent quotidiennement la réalité des systèmes de répression, vivent quotidiennement des situations de crise. Je pense que leur parler aujourd'hui du Conseil de sécurité, c'est atroce, quoi. Vous savez que dans le dossier burundais, on est à 2 doigts d'avoir à un moment donné l'arrivée et le déploiement d'une force internationale. Les Russes ont exprimé un veto à cet envoi de cette communauté, et le Burundi, petit pays, le plus pauvre du monde, n'a pas pesé lourd dans le jeu des négociations entre les grandes puissances, et donc la situation s'est retrouvée complètement bloquée. Donc première chose, je pense que c'est pas là que le débat peut se porter de façon efficace. Ce qui est certain aussi, ma conviction, c'est que le soutien actif à la presse libre du Burundi ou des communautés qui sont présentes est un enjeu vital. Vous savez, après le génocide, on a eu quelques radios qui ont été créées, qui étaient composées d'ailleurs sans aucune distinction entre Hutu et Tutsi. En 2015, lorsqu'il y a eu les événements du mois de mai, la première chose que le régime a faite, c'est de brûler toutes les radios, et tous les dirigeants des radios ont dû fuir. Ils essaient de maintenir le cap d'une information libre, mais ça, c'est un enjeu qui a vraiment du sens. L'autre enjeu qui a vraiment du sens, et là je prêche un peu pour notre chapelle à nous, juristes, comment passer du stade du rapport général qui est rédigé par les organisations au stade qui fait peur à un dirigeant. Il n'y a qu'un moyen, un seul. Le seul élément qui transforme un débat d'intérêt général sur la prévention du génocide en débat qui commence à faire peur aux gens, c'est de structurer la preuve
parce que les crimes sont imprescriptibles. Donc le vrai débat sur lequel on doit tous travailler, c'est comment on aide les gens de terrain à collecter les preuves et à les stabiliser en vue de débats judiciaires. Parce que ça fait vraiment peur à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, ce débat sur la collecte des preuves, c'est un problème majeur, puisque vous savez que dans le génocide rwandais, l'essentiel des preuves sont orales. Nous avons commencé à développer avec mes amis dans la région des systèmes d'enregistrement vidéo, d'enregistrement audio de toutes les victimes. Et je pense que ça, c'est une étape très, très, très importante dans le processus, je dirais, du rapport de force, parce que finalement, on est dans un rapport de force. Donc, tout ce qui, en termes d'action des gouvernements qui veulent vraiment soutenir les victimes, vous avez cité les Yézidis, je les connais bien parce qu'ils sont venus me consulter sur la façon avec laquelle ils pouvaient travailler pour lutter contre les auteurs des crimes. La vraie question, c'est comment on collecte les preuves et comment on les stabilise. Et ces preuves sont même essentielles parce que en les collectant et en les gardant, je dis toujours à mes amis, vous construisez aussi une mémoire au-delà du débat judiciaire. La preuve participe à la construction non seulement d'une possibilité de débat judiciaire pour amener les auteurs de crimes, mais également elle permet de créer un mémorial qui va rester au-delà de la génération. Et donc, c'est des grands débats que j'ai avec l'Union européenne. C'est dommage que vous n'avez pas de représentant de l'Union européenne ici, parce que je trouve que dans tous les processus de coopération, dans toutes les réflexions générales qu'on fait en matière de coopération, on ne travaille pas suffisamment le soutien à ce travail sur la preuve. Derrière ce travail sur la preuve, il y a aussi une autre dimension fondamentale sur laquelle on doit travailler, c'est le travail sur la protection des témoins. En fait, quand vous regardez les processus génocidaires en cours, vous avez un certain nombre de témoins de première valeur avec lesquels vous pouvez travailler. Évidemment, vous avez les victimes et leurs familles. Vous avez aussi tous ceux qui sont, je dirais, les petites mains des commanditaires, qui viennent vous révéler un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Alors, pour vous donner un exemple de situations concrètes auxquelles on a été confrontés, nous avons par exemple une dame qui a travaillé avec nous, qui travaille à la documentation au Burundi, qui est sortie du Burundi alors qu'elle a participé à des assassinats, des tortures, etc., mais qui en était dégoûtée, qui était sous la pression du système, et que nous avons emmenée dans un pays, mais le statut de réfugié ne permet pas de la garder avec cette position dans un État, alors que nous, du point de vue judiciaire, nous avons vraiment besoin de témoins de ce type-là. Donc la question d'organiser des protections de témoins, c'est une question majeure. Si je reprends par exemple la situation actuelle au Burundi, je pense que nous avons fait le tour de tout ce que nous pouvions faire au niveau des victimes, du processus, des lieux de détention, des lieux de torture. Je pense que nous avons vraiment tout. La vraie question qui subsiste et qui est très importante, c'est la preuve du lien hiérarchique. Donc comment on parvient à établir le lien hiérarchique. Nous avons des témoins qui vivent au Burundi, qui sont prêts à témoigner. La question, c'est comment on peut les exfiltrer les familles et leur assurer de la protection.
Et où sont les budgets? Alors, je vais vous dire une chose incroyable. Ça fait 20 ans que, de notre côté, avec nos équipes dans la région des Grands Lacs, on plaide pour qu'on ait des fonds de financement sur la protection des témoins. Il ne faut pas des sommes énormes, parfois c'est quelques centaines d'euros par mois, par témoin et sa famille. Eh bien, nous n'obtenons pas, ni l'Union européenne, ni aucun organisme de coopération, la possibilité de nous aider à cet égard. Je termine effectivement, comme ça, je vais encore dire un tout petit mot. Et puis, je vais vous dire que ce que je vois aussi, c'est le fait qu'en réalité, il y a une culture générale de la prévention qui n'existe pas. Et permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mandat de représentation pour les crimes qui sont en train de se passer à Minembwe. Ça ne vous dit rien, Minembwe, c'est le sud Kivu, c'est une région, il y a une petite communauté qui s'appelle les Banyamulenge, et cette communauté est actuellement en train d'être abîmée parce qu'on a des pogroms du même type que ceux qui ont été commis dans les années 50-60 au Rwanda. Cette communauté demande notre intervention. Les mandats sont là. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir? La protection de la MONUSCO pour aller sur place, parce qu'on n'a pas que des amis sur le terrain, les visas de Kinshasa, les soutiens, un appui presse pour être sûr que les faits soient relatés. Eh bien, nous allons voir dans les jours qui viennent si réellement, comme m'a dit un jour un ami burundais, on aura les couilles pour mener à bien ce débat-là jusqu'à son terme. Voilà la question de la prévention, comme elle se pose concrètement. Merci. Merci.